Bonsoir les amis, bonsoir tous ceux qui sont en train de me suivre. Bonsoir encore une fois. Bonsoir chers amis, chers compatriotes congolais, chers amis du Congo, les hommes de bonne volonté aux 4 points cardinaux du monde. Comme vous le savez, moi c'est Mac Lushimba que les amis appellent Big Mac, que les guerriers appellent le colonel Macintosh. Je reviens rapidement pour que cette occasion ne puisse pas passer comme ça sans que je ne puisse parler du Congo. Oui, comme vous le savez, les choses sont les mêmes en République à démocratiser du Congo. Je vais un peu passer en revue la politique actuelle de la République démocratique du Congo. Pour avoir une idée de ce que je veux dire, le titre est là. Donc je vais parler de l'union sacrée ou les aventures des politiciens congolais. Monsieur Abedi, ça va? On est là. Donc l'union sacrée qui est au Congo, selon moi, c'est un club d'aventuriers congolais qui ne font que faire et refaire les mêmes histoires. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont en terrain conquis. Et la faute, moi je ne changerai jamais de langage. La faute incombe toujours au peuple congolais. Parce que les gens qui peuvent changer la marche de la politique du Congo, les gens qui peuvent changer le destin du pays qu'on appelle le Grand Congo, ne viendront jamais de l'extérieur. Ce sont les gens de l'intérieur, les filles et fils du pays. Mais avant de changer ce pays-là, il faut savoir ce qui est en train de se passer dans ce pays. De là, il faut prendre connaissance. De là, il y a des gens qui font des recherches, qui suivent les informations, qui suivent de près la politique des Congolais. Comme le Congo n'est pas une île sur un océan, la politique de ce pays-là est connectée, influencée par d'autres pays extérieurs. Et avec le Congo, c'est un cas qu'on ne peut même pas nier. Pourquoi? Parce que ce pays-là représente beaucoup d'intérêts pour le monde. Et c'est ça même le nœud du problème. Ce qui fait que le Congo tarde à démarrer. Le nœud du problème, parce que le Congo a beaucoup de richesses, c'est un pays stratégique dans beaucoup de choses, oui, mais ce n'est pas le seul pays riche du monde. Il y a d'autres pays qui ont des richesses. Mais comment est-ce qu'ils ont su se maintenir en équilibre pendant beaucoup de temps, malgré qu'il y a des prédateurs venant de l'extérieur qui cherchent toujours à déstabiliser ce pays-là? C'est parce que les citoyens de ce pays-là, et surtout la classe dirigeante, a été instruite, ou bien c'est une classe dirigeante qui est très prudente, consciente de ce que eux, les politiciens de ce pays-là, sont et de ce que leur pays représente pour eux-mêmes et pour la communauté internationale. Et je pense que c'est ce qui manque en République démocratique du Congo. Avant d'arriver au sujet principal qui parlera des aventures de nos politiciens congolais qui veulent toujours se rassembler, se rencontrer dans des clubs de mafia. Et pour le moment, ils ont un club qu'ils appellent l'Union Sacrée, on y arrivera. Mais je ne passerai pas sans rendre hommage
d'abord à Patrice Emery Lumumba, notre héros national. L'homme qui, vraiment, il y a 60 ans aujourd'hui, a été éliminé par des puissances étrangères, en l'occurrence la Belgique, avec la complicité des États-Unis d'Amérique. On peut nous donner toutes les raisons du monde, mais la vérité c'est quoi? Lumumba était tué parce qu'il était conscient du Congo, de la place que le Congo a dans le monde, et c'est parce qu'aussi il aimait le peuple congolais. Il voulait faire du Congo un pays meilleur, là où il ferait beau vivre. Un pays qu'on léguerait à la postérité, dans de bonnes conditions. Et comme les ennemis du Congo, les rapaces, n'ont jamais voulu ça, et comme ils ne voulaient pas ça dans les années 60, la période des indépendances, ils ont éliminé Lumumba. Comment ça? À travers toujours un fils du Congo. Après avoir essayé de le tuer de plusieurs manières, en empoisonnant sa pâte dentifrice. Comme ils n'avaient pas atteint leur objectif, alors ils ont décidé de le prendre physiquement pour l'éliminer. Ils ont vu en Lumumba quelqu'un qui vibrait tellement fort. C'est pour cela qu'ils avaient peur. Et leur peur se montrait dans la façon dont ils ont traité Lumumba jusqu'à la dernière minute. Vous vous rendez compte? C'est comme si les Américains et les Belges avaient même peur du cadavre de Lumumba. Ils avaient même peur de faire un tombeau quelque part, là où on enterrerait le corps de Lumumba. C'est comme s'il allait ressusciter un jour pour les tourmenter davantage. Comprenez pourquoi ils ont décidé de l'éliminer politiquement et physiquement en plongeant son corps dans l'acide sulfurique qu'ils ont pris à Likasi, dans les usines de Chituru, pour les gens qui connaissent ce coin-là. Mais l'endroit là où Lumumba a été tué, à l'arbre, on appelle cet endroit Chilansimba. Je pense qu'il y a des images. J'ai vu certains compatriotes congolais qui ont montré des images et le regret est le même. Après 60 ans que Lumumba fut parti, après qu'il y ait eu des Congolais de tous bords qui ont chanté ses bienfaits, et les autres qui se sont autoproclamés même lumumbistes, comme ce n'est pas possible, mais rien n'a été fait pour honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Pour reculer un peu dans le passé, pourquoi Lumumba gênait tant? C'est parce que la rencontre des Congolais avec les Occidentaux. Donc, nous nous sommes rencontrés à un moment donné de l'histoire. Nos parents, nos ancêtres, avec les ancêtres des Occidentaux, en l'occurrence les Européens, plus spécialement les Belges. Ils ont vu que ce pays-là était tellement grand, riche, il y avait presque de tout. C'était comme le paradis dont on nous parle dans la Bible. Donc, il y a eu des colons dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais ceux qui ont eu la chance de tomber sur le Congo ont vu que vraiment, ça c'est autre chose. Tout ce qu'ils cherchaient se trouvait au Congo. Il n'y a aucune richesse dont tu peux faire mention dans ce monde, messieurs, madame, qui n'existe pas au Congo. Et pendant la période en question, c'était la révolution industrielle. C'est-à-dire on fabriquait les automobiles. On avait besoin du fer, étain, zinc. Et surtout, les automobiles devaient rouler sur des pneus. Dans ce temps-là, la science a voulu que ça se fasse avec le caoutchouc. Et le Congo
c'est la forêt dense, là où se trouvaient les arbres à caoutchouc. Il fallait aller au Congo. Ils ont expérimenté, ça a marché. Et comme le Congo en ce temps-là était la propriété du roi de Belge, Léopold II, le monsieur là, automatiquement, est devenu le multimilliardaire au top du monde. C'était Léopold II. D'une petite famille royale pauvre, la famille royale d'abord en question est devenue très riche. Et automatiquement, le monsieur a commencé à commander même les Anglais, les Espagnols, beaucoup de gens maintenant commencé à graviter autour de Napoléon. Et curieusement, ce monsieur-là n'avait jamais foutu ses pieds au Congo. Il commandait à distance. Donc c'est pour vous montrer que l'homme a trop de pouvoir. Tu peux commander un pays sans jamais y mettre le pied. C'est pour cela que nous vous disons que ce Congo, là où vous êtes aujourd'hui, de la même manière que Léopold II le commandait à distance, est aujourd'hui commandé à distance par les Kagame, les Museveni, avec leurs compatriotes, leurs conjoints là-bas américains, hein, les propriétaires de beaucoup d'usines là-bas et beaucoup d'entreprises qui ont des intérêts au Congo. C'est possible. Il n'y a que des aveugles qui continuent toujours à nous dire que oh, man, infiltration, ça va, infiltration, ça va. Ouvrez la tête. Léopold II n'avait jamais foutu ses pieds au Congo, mais il était devenu riche. Il contrôlait le Congo à distance. Il donnait des plans. Il avait des voyageurs, des explorateurs, des ingénieurs, toute une kyrielle de gens, une grande société. Et quand vous lisez des livres tels que Le fantôme du roi Léopold II, vous verrez qu'il n'amenait rien au Congo. La Belgique n'amenait absolument rien au Congo à part les armes et d'autres instruments pour subjuguer le peuple congolais, les autochtones, pour les rendre esclaves et les faire travailler. En dehors des armes, il prenait les métaux et la flore, faune, pour amener en Belgique et dans d'autres pays d'Europe. Après avoir transformé ces histoires-là, c'est quand ils revenaient maintenant avec des fusils. Et ils mettaient sur des bateaux de ferraille là-bas, beaucoup d'histoires là-bas, en métaux, pour venir maintenant construire ce qu'ils voulaient construire en Afrique. Et tout ce que le Belge et d'autres Européens sont venus construire en Afrique, même s'ils continuent à nous chanter qu'ils sont venus nous apprendre la civilisation parce qu'ils nous aimaient, nous étions dans les ténèbres, donc nous faire avancer, tout ça. Non, ça c'est faux. Nous avons eu seulement la chance d'avoir ce qu'eux sont venus mettre en Afrique, spécialement au Congo. Non pas pour nous. Ils ne sont pas venus faire ces histoires-là pour nous. Ils ne sont pas venus construire ces histoires-là pour nous. Ils sont venus le mettre là, c'est pour que ça puisse les servir eux-mêmes. Parce qu'ils devaient rouler quand même. Ils devaient faire des trains. Ils devaient creuser des puits, hein, des mines, créer des carrières. Avec quoi? Avec l'instrumentalisation moderne. Ils ne devaient pas vivre dans l'obscurité. Ils devaient amener la lumière, l'électricité. Mais ils n'avaient pas amené ça d'abord pour nous, non. C'est pour eux d'abord. Et ensuite, une toute petite fraction des colonisés, des Congolais, nos ancêtres, devaient profiter de ces histoires-là, car la majorité restait dans le noir. Ainsi, ils ont pillé le Congo comme ce n'est pas possible, systématiquement. Le roi de Belge est devenu trop puissant, trop riche. Et beaucoup d'Européens sont devenus jaloux du roi de Belge. C'est ça même l'histoire qui a fait qu'on a commencé à le pousser. Ce n'était pas parce que tout ce qu'on nous raconte. Mes chers amis, nous sommes à l'époque de l'Internet. Moi, j'ai toujours condamné les gens qui ont l'Internet en main. L'Internet, c'est une arme. L'homme blanc est en train même de regretter pourquoi est-ce qu'il a cédé ça. Il a mis ça à la portée de tout le monde. Comprenez pourquoi on vous bombarde avec les novellas, beaucoup d'histoires là-bas inutiles, TV, tout ça, pour vous distraire. Alors que vous pouvez utiliser la même arme pour faire des recherches. Tomber sur des documents là-bas électroniques qu'on ne vous dira jamais, qu'on ne vous montrera jamais. Donc, à un moment donné, ils ont vu que Léopold II
roi d'un tout petit pays, un petit royaume au cœur de l'Europe, était devenu trop influent. Il avait eu la chance de tomber sur un grand pays. Alors, ils ont commencé à l'accuser. Ce sont les autres Européens là-bas qui, eux aussi, faisaient les mêmes histoires là-bas, méchantes, dans des colonies françaises, portugaises, donc espagnoles, je ne sais quoi. Mais ils ne voyaient que le mal que Léopold II faisait au Congo. Ils ont créé des sociétés de droits de l'homme, tous. Ils ont commencé à écrire des rapports négatifs contre le royaume de Belgique. Ah non, contre le roi Léopold II, parce que le Congo, c'était sa propriété privée. Ainsi, on a commencé à écrire des rapports. Tout le mal qui se passait au Congo. Tout ce qui faisait souffrir donc nos ancêtres. On a pris des rapports là-bas et c'est en ce temps-là que l'Europe a commencé à faire des pressions sur le roi. On a fait tellement trop de pression parce qu'il commandait maintenant tout le monde. Son château royal là-bas à Bruxelles, tout ça. Tout le monde maintenant, c'était comme le centre névralgique, le centre du monde. Beaucoup de gens devaient passer par là. Oh, je vais voir le roi Léopold II parce qu'il commandait maintenant. Il était devenu comme un petit dieu dans le monde, cet univers de ce temps-là. Alors, et comme l'une de ses cousines était anglaise, hein, donc même la famille de la reine d'Angleterre là-bas, Elisabeth II, tout ça, si vous descendez, vous allez voir, il y a eu Victoria, vous continuez à descendre. Ce sont des cousins, cousines avec le roi Léopold II. C'est pour cela qu'il y a eu, à un moment donné, on a même donné Elisabethville, Lubumbashi. Pourquoi est-ce qu'on a nommé Elisabethville, la ville de Lubumbashi? C'était en mémoire de... Donc, le cousinage là-bas avec les Anglais. Comme vous le savez, en Belgique, il y a les Wallons et les Flamands qui ne s'entendent pas. On a toujours répété ça. Alors, ils se battent. Et je pense que c'est ce virus là-bas qu'ils ont laissé aux Congolais. De la même manière que les Belges ne s'entendent jamais, les Congolais aussi ne s'entendent jamais. Imaginez-vous, ils ne peuvent pas nous condamner. Nous sommes plusieurs tribus. Mais eux, ils ne sont que les Flamands et les Wallons. Mais ils ne s'entendent jamais. Ils se sont beaucoup battus au cours de l'histoire, ce qui a fait qu'on ne pouvait jamais mettre un roi flamand en Belgique. Les Wallons allaient refuser. On ne pouvait jamais mettre un roi wallon. Les Flamands allaient le rejeter. Ils ont tenté à plusieurs reprises de le faire dans le passé. C'est pour cela, pour finir cette guerre-là, ils sont allés en Allemagne, côté germanique là-bas, prendre un singleton, donc quelqu'un d'un peu de neutre, pour venir prendre la royauté en Belgique. Et comprenez pourquoi, même dans l'expression, on ne dit pas le roi de Belgique. Non, on dit le roi de Belge. Pourquoi on dit le roi de Belge? Parce qu'il ne fait que contrôler les Belges. Il n'a pas de terre en Belgique. Il n'est pas d'origine belge. Donc, il n'a rien comme patrimoine là-bas. Il n'est pas originaire de la Belgique. C'est pour cela même dans l'expression, on ne dit pas le roi de Belgique. On dit le roi de Belge. Lui, c'est pour réglementer le conflit de Belges seulement. On peut lui donner un château, là, il doit dormir, à manger, tout ça, privilège. Mais il n'est pas originaire par le sang de la Belgique. De trouver des fautes contre le roi des Belges. Il fallait le bouter dehors. On l'a poussé maintenant à abandonner le Congo. Pourquoi toi, individu, monsieur Singleton, tu dois être trop riche comme ça? Non, 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 non. Nous, on vient dans d'autres pays d'Afrique en tant que des États, des pays. Mais toi, tu es au Congo, le plus grand Congo, en tant qu'individu. Non, 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 ça doit revenir à beaucoup de gens. On l'a bousculé. Et on nous dit qu'il a cédé. Ça, c'est faux. Lisez Le fantôme du roi Léopold II. Il y a beaucoup de secrets là-bas qui vont faire pleurer. Il n'a pas cédé le Congo. Cédé, c'est-à-dire, tu es un bienfaiteur, comme on veut nous présenter. Il est venu amener la civilisation au Congo, tout ça. Nous étions dans l'obscurité. Il a amené la lumière. Ça, c'est faux. Il n'a pas cédé le Congo à la Belgique. Il a vendu ça. C'est ça. Il a vendu ça à beaucoup de milliers. C'était presque 1 milliard. Hein? Dans la valeur d'aujourd'hui, c'est presque 1 milliard de dollars américains.
Donc la famille royale de Belgique a échangé le Congo avec le pays qu'on appelle Belge, la couronne. Prenez maintenant vous les Belges. Vous comprenez maintenant? Les anglo-saxons, les saxons là, les germaniques, on a dit non, 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 tu nous laisses. Maintenant les Belges en tant que peuple voulaient prendre ça. Et ce roi-là a vendu le Congo à presque 1 milliard de dollars américains. Il n'a pas vendu seulement cash, c'est-à-dire c'est fini, non. Je vous vends ça, mais j'aurai des privilèges sur ce Congo-là chaque mois, chaque année. Et pour ne pas entrer dans des détails, c'est les richesses du Congo qui ont construit cette Belgique-là que vous voyez. Parce que c'était comme une bourgade là-bas, c'était un petit pays sale là-bas, pauvre. Ils ont commencé à construire des palais, beaucoup d'histoires là. Même le musée là où se trouvent les histoires qu'ils ont volées chez nous. Ils ont construit ce musée-là de Tervuren avec toujours nos richesses. Ils ont payé comme c'est pas possible. Ils ont coupé les mains, les pieds. Ils ont tué nos ancêtres. Ils les ont fait travailler, donc, d'une manière là-bas satanique. Et en finale, après avoir fait des décomptes, les historiens de ce temps-là et les gens des sociétés des droits de l'homme ont fait des décomptes. Ils ont vu, tous sont tombés d'accord que la colonisation au Congo a enlevé la vie à 10 millions de Congolais, nos ancêtres qui sont morts. C'est un génocide. Même quand on nous parle, là, oh, génocide de l'Arménie, génocide de quoi, ils comptent d'autres génocides. Génocide des Juifs, Holocauste, tout ça. C'est parce que nous avons au Congo des gens qui parlent aussi, des professeurs, des politiciens, qui ne revendiquent rien. Le génocide des Belges, là, les 10 millions de Congolais qu'ils ont tués, doit être classé parmi les génocides les plus graves de ce temps-là. Ça dépasse tous les génocides qu'on peut nous présenter. C'est ça le premier grand génocide de l'humanité. Prenez l'histoire, ouvrez tous les livres du monde. Qu'on parle des Juifs, Arménie, on parle de... on va là-bas en Asie, on peut te parler de la guerre de Corée, Vietnam, Cambodge, tout ça. Partout, on a tué beaucoup de monde. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, on n'a pas tué beaucoup de monde. Ça n'arrive pas parfois dans des millions. Mais au Congo, c'était 10 millions qu'on a laissé tomber par terre, par le système de Léopold II. Et ils ont pillé le Congo. Comprenez pourquoi, au moment où l'indépendance était venue, ces gens-là avaient donc utilisé même pas le 1 centième du Congo. Malgré qu'ils ont volé à la folie, je vous dis mes amis, ce n'était même pas le centième des richesses du Congo. De ce temps-là, ce qu'ils pouvaient connaître, la science connaissait en ce temps-là. Comprenez pourquoi tous étaient malades, tous étaient tombés de nues, laisser ce pays, parce qu'à un moment donné, ils avaient même des projets. Ils étaient allés, ils ont prospecté le Congo, Est, Ouest, Nord, Sud, de fond en comble. Ils ont vu même des richesses, ils ont planifié, dans 20 ans, nous allons prendre ça. Dans 10 ans, nous allons donc faire des palmiers, nous allons créer ceci, nous allons planter ceci. Ils mettaient même des signes. Je ne sais pas si vous savez, les Belges mettaient même des signes en ferraille là-bas, des ciments, des petits bétons, hein, tout ça. Ils écrivaient même des signes, donc avec des lettres ou bien des chiffres secrets. Eux-mêmes savaient que après combien d'années, 5 ans, 10 ans, nous irons au nord, nous irons au sud pour commencer à exploiter ceci, pour faire je ne sais quoi. Parce qu'il y avait trop de cartes du Congo. Les Belges avaient des cartes du Congo là-bas. On pouvait te donner, toi, Congolais, tu regardes, mais tu n'y vois rien. Des cartes secrètes avec des signes seulement, eux-mêmes savaient. Ils avaient déjà un plan que ça, c'était un pays là où nous allons rester éternellement. Canaan. Le paradis, jusqu'à ce que le vent des indépendances est venu et à la tête, un homme qui était tellement célèbre, Lumumba. Comprenez pourquoi il fallait le tuer. Les Belges avaient la stratégie. Non, nous ne voulons pas rester, nous ne voulons pas, on peut rester au Congo, parce qu'ils voulaient rester jusqu'en 1980 pour vous aider à construire. Nous aider quoi? Vous avez volé pendant beaucoup d'années. Hein? Vous voulez nous aider en quoi?
Hein? Vous avez tué 10 millions de personnes. Mais là, prenons jusqu'en 1980, vous allez tuer combien de gens? S'il fallait laisser ces Belges-là jusqu'en 1980. C'était terrible. C'est pourquoi ils ne voulaient pas partir. Ils ont utilisé maintenant l'astuce. Tous les discours qu'on allait se dire là-bas pendant le jour de l'indépendance, le 30 juin, c'était stratégie. Tokotala bango. Toloba, mais tokosala ngote. Mais Lumumba, ce monsieur-là n'a pas beaucoup étudié. C'était un homme spirituellement éveillé. C'est pourquoi nous vous disons, vos études là, nos études, parfois ça nous bloque. Suivez, les gens de science vont vous dire. Plus tu étudies, Bob Marley aussi chantait que, il avait dit quelque part, Bob Marley, que si j'avais beaucoup étudié, j'allais devenir imbécile. Et c'est vrai, le monde d'aujourd'hui, moi, je suis sûr. Je ne dis pas qu'étudier, c'est mauvais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, non, étudie. 6e secondaire, il faut savoir écrire, lire, tout ça. Ce n'est pas ça la vie. Regardez les imbéciles d'aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont des doctorats. Ce sont les ingénieurs. Ce sont les licenciés qui sont les plus grands imbéciles du monde. Regardez partout. Prenez maintenant la carte du monde d'aujourd'hui. Regardez les gens qui ont réussi. Microsoft, iPhone, pour ne citer que ces gens-là. Suivez leur parcours, cursus scolaire. Ils n'ont pas beaucoup étudié. Ils ont laissé même au milieu, ils ont dit, ah, ouais, sur le banc, je m'ennuie, tout ça. Ils sont allés dans des recherches, tout ça. Ils ont commencé à fabriquer des choses pendant que les autres sont encore sur le banc de l'école. Imaginez si chez les Occidentaux, ça se passe, mais en Afrique, on étudie pourquoi. Et faites la statistique, ou bien les statistiques au pluriel. Vous allez voir que, même pas 80, 90% des choses que nous étudions, nous tous les Africains en général, nous ne les utilisons pas dans la vie. Alors pourquoi nous les étudions? Prenez vos cours, regardez chaque cours, mettez-les là-bas maintenant, dites-nous quel cours vous aide pour vivre mieux. Si tous les cours là-bas étaient utiles, il n'y allait pas y avoir de misère au Congo. C'est la stratégie de l'homme blanc. Après t'avoir fait travailler comme esclave dans le passé, tu cherches la liberté physique. Il t'enchaîne là-bas avec la religion. Esclavage spirituel. Oh, maintenant on crée des histoires. Il faut aller à l'école. Si tu n'as pas ce papier. Donc, c'est-à-dire, tu vas étudier. C'est pour passer ton temps inutilement. Ils ont maintenant la stratégie d'aujourd'hui pour arriver maintenant à l'époque contemporaine. Vous étudiez là-bas, ils viennent chez vous, ils créent des guerres. C'est-à-dire, vous fermez les écoles là-bas, ils vous amènent, donc la vie devient invivable. Vous commencez à fuir là-bas. Ils commencent à sélectionner les intellectuels maintenant, qui sont des réfugiés, bien des exilés, ou bien des immigrants à l'extérieur. Ceux qui ont atteint un niveau de connaissance, là, ils peuvent lire, écrire et comprendre quelque chose. Ils vous sélectionnent. Ils vous amènent chez eux. Et la majorité de ces gens-là, vous arrivez là-bas, ils ne comptent pas vos diplômes d'Afrique. Vous devez recommencer tout à zéro. Alors, à quoi sert la vie des études? À quoi nous servent les écoles des Occidentaux? Regardez comment, dans quel imbroglio, l'Occident a réussi à mettre l'homme africain. Et comme Lumumba voyait ça, après avoir étudié un tout petit peu seulement, mais c'était un esprit éveillé, un homme qui voyait de l'autre côté du mur. Le roi des Belges est venu, il fallait l'indépendance, blablabla, les discours vous connaissez, pour flatter les Congolais là-bas. On avait même préparé des discours là-bas qu'on a donnés aux Congolais. L'homme blanc te prépare un discours pour que tu puisses le dire pendant les jours de l'indépendance, ce qu'il veut entendre. Et tu te dis que tu vas proclamer l'indépendance? Non. Lumumba lui avait préparé son discours. Et on avait tout fait pour qu'il ne soit pas sur le protocole là-bas. Lumumba n'était pas au programme. Lui-même s'est imposé. On voulait fermer. La cérémonie finie. Cérémonie finie quoi? Je dois parler. Je suis ici parce que le peuple m'a voté. J'ai été élu. C'est la démocratie. Je suis l'élu du peuple. Ma voix, c'est la voix du peuple congolais. Ainsi, à l'improviste, il a fait sortir un discours qu'il avait déjà préparé. Et il a bombardé le roi Léopold II. Non, le roi Baudouin. Vous connaissez la suite. Le roi était malade.
On te confie comme un corbeau là. Et tous les scientifiques du monde déclarent que c'est à partir de ce jour-là que Lumumba avait signé sa mort. Que ce soit mort politique, physique, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Quel mal a-t-il fait? Parce qu'il voyait plus loin. Les Blancs sont bien, ils s'accommodent très bien avec des Africains imbéciles, idiots. Et remarquez, tous les Africains là, idiots, qui sont bien avec le Blanc, qui font avancer l'agenda de l'Occident, sont des présidents, des ministres, tout ça. On les gave des titres là. Quand on commence à te combattre par l'Occident, c'est un signe déjà. Il faut savoir que ce monsieur est clair. Parce qu'ils veulent éliminer tous ceux qui pensent, tous ceux qui voient plus loin, pour ne rester avec les connards là qui ne voient pas plus loin que leur nez. C'était comme ça. Donc, on ne pouvait pas passer sans honorer la mémoire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Il est mort, mais son fantôme est toujours en train de le poursuivre. En le faisant tomber, il croyait l'éliminer éternellement. Mais quand il a touché le sol, Lumumba s'est multiplié par millions. Il n'y a pas un nom dans beaucoup de pays du monde qui est collé soit à des universités, à des avenues, à des boulevards, à des situations telles, comme le nom de Lumumba. Et on ne le savait pas. On ne savait pas ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que nous étions dans un monde là-bas qui n'était pas avancé. Mais avec l'Internet, faites des recherches, vous verrez qu'il y avait des manifestations partout au monde. Et on l'a tué à quelle période? À la même période. La période de transition, là où donc, une administration américaine devait partir pour laisser la place à une nouvelle administration. Et c'était sous le président américain qui était militaire là-bas, Eisenhower, qui avait ordonné la mort de Lumumba. Il fallait faire vite. Pourquoi? Parce qu'il craignait que l'administration qui allait venir, c'était l'administration du président Kennedy. Eisenhower, c'était un républicain. Et Kennedy qui venait, c'était un démocrate. Donc ce sont les républicains qui avaient tué Lumumba. Et c'était comme ça. Kennedy est venu, on lui a donné les dossiers sur la table, tout ça. Kennedy savait que Lumumba faisait des choses. Quand il a été informé que Lumumba était tué, Kennedy était tombé. Pourquoi est-ce que vous l'avez tué? Il fallait le laisser même vivant. Faire autre chose, pas l'éliminer physiquement. Et Kennedy a limogé beaucoup de gens autour de lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trempé dans la mort de Lumumba. Parce qu'il l'aimait, on ne sait pas. Pour quel intérêt, on ne le sait pas. Et la suite, c'est que Kennedy aussi a été tué. Donc, par la frange là-bas des mafiosi, qui contrôlaient le monde dans un système là. Kennedy aussi était gênant. On l'a tiré dessus. Donc, il y a beaucoup d'histoires là-bas qui s'interconnectent. Si vous essayez de lire tout ça, sortez de ce qu'on appelle des sentiers battus. Ne lisez pas ce qu'on vous présente à l'école. Ce que RTNC dit, ce que CNN dit. CNN ne vous dira jamais la vérité. Fox News ou MNT, je ne sais quoi, ce sont des menteurs. Quand vous voyez un leader africain être plébiscité, meilleur gouvernant, meilleur je ne sais pas en ceci, donc c'est celui qui nourrit les Occidentaux au détriment des Africains. Comme le cas du Rwanda, Kagame. Tout ce qu'on dit de Kagame sont des mensonges. Au Rwanda, il n'y a rien. Moi, je vous le dis. Il n'y a même pas d'avenir. C'est une grande prison là où les gens souffrent. C'est la petite classe là-bas, des royalistes, que les Américains même, ils savent. C'est ce qu'on appelle les qui. Comment est-ce qu'on appelle les Kagame là? Le club de ces tous là, ce sont les... Ah, ils ont une hégémonie. Hein. Ce ne sont pas même tous les Tutsis. Même parmi eux, il y a des discriminations là-bas. Les gens de la famille royale, les monarchistes. Pourquoi les Américains ont investi Kagame? Parce que Kagame, c'est un extrémiste monarchiste. Donc, les gens qui viennent des familles royales, hein, les gens qui étaient dans la royauté, qui pendant beaucoup de siècles, presque 300 ans, hein, ont fait souffrir les Hutus. Donc c'est eux, la famille royale. Quand l'indépendance est venue au Rwanda, ils ont fui.
Parce qu'ils se voyaient déjà KO. On allait maintenant les malmener. Ils ont fui avec aussi cet esprit de ne jamais être dirigé par un Hutu. Parce que pour eux, les Hutus sont des esclaves. Comment aujourd'hui, brusquement, on se réveille comme ça, un esclave veut nous diriger, ils ont fui. Et comprenez pourquoi là où ils sont partis, ils ont nourri et fait grandir leur haine contre les Hutus. Et l'histoire changeant, les Américains ont voulu encore rentrer au Congo avec le même style des Belges qui volaient les richesses du Congo. Maintenant, c'était l'Amérique qui voulait venir encore voler. Tout ce qu'on vous dit là, le génocide du Rwanda, donc, ce n'est pas le Rwanda qu'on visait. Ce sont ce qu'on appelle dommages collatéraux. Le génocide du Rwanda dans les archives des Américains, c'est un dommage collatéral. Ce n'était pas une chose là-bas comme on dit, oh, c'est un génocide, les gens ont fait calculer, ils ont planifié. Ça, c'est faux. Qui a planifié le génocide? Ce ne sont pas les Hutus, ce sont les Américains. Le jeu de qui gagne perd. Hein? Ou bien qui perd gagne, comme on dit. C'est la même chose. Qui gagne perd et qui perd gagne. C'était bien étudié. Il n'y a que les gens qui ne sont pas informés, qui croient que ce qui s'était passé au Rwanda là, c'était le hasard. Non! On a étudié ça longuement. On a envoyé des gens dans les années 80 en Afrique. Des gens de la CIA sous couvert de pasteurs avec la Bible en main. Attention avec les pasteurs là, que vous voyez, oh, américains, sponsorship, tout ça, c'est eux là qui étaient venus étudier le terrain. Ils étaient au Congo, Rwanda, Burundi, Soudan, Ouganda, ils ont étudié le terrain. Et c'est eux-mêmes qui ont coupé le Soudan. Ils ont utilisé Museveni pour couper le Soudan en deux. En faisant croire aux Soudanais noirs que les Arabes vous détestent. Aussi longtemps que vous resterez dans ce grand Soudan avec eux, vous ne ferez rien. La stratégie était quoi? Donc, je suis en train maintenant de vous expliquer autre chose, mais entre parenthèses, excusez-moi, parce que les puits de pétrole sont au sud du Soudan, au sud du Soudan. Alors, le Soudan, en morphologie arabe qui dominait pendant beaucoup d'années, était au nord, à Khartoum, là-bas, on appelle Khartoum. Qu'est-ce qu'il faisait? Il puisait le pétrole, il tirait ça au moyen des pipelines pour qu'on puisse aller les laver, raffiner ce pétrole-là à Khartoum, là-bas, dans la capitale. Vous voyez, ça vient de la province, de la terre des Soudanais noirs. Pourquoi ne pas mettre les usines de raffinement là-bas, qu'on appelle même raffinage là-bas, non? Ils ont refusé, raffinerie. Ils ont refusé. Et aussi les Arabes là, ils ont tiré le pétrole pour aller le raffiner trop loin, à Khartoum. Alors les Américains ont vu, voilà, ça sera l'une des raisons. Les Noirs aussi ont, oh, vous savez, nous allons vous aider. Ils ont impliqué Museveni dans cette histoire. Le Museveni là, ça c'est le diable en question. Il a beaucoup travaillé pour libérer, selon eux, libérer les Soudanais noirs. Leur mission c'était couper le Soudanais, retrancher les Soudanais noirs du grand Soudan qui est dans les mains des Soudanais arabisés. Parce que l'homme noir est malléable, manipulable facilement. Aussi longtemps que les Noirs resteront dans un grand Soudan avec les Arabes qui sont clairs, qui voient clair, nous les Américains, nous aurons trop de difficultés pour venir nous imposer dans ce pays, voler tout ça. Parce qu'un Arabe, tu tapes, il tape, coup sur coup. Maintenant, prenons ces Noirs, laissons-les dans un coin, avec la stratégie que nous sommes venus les aider. Ils ont coupé le Soudan, les Noirs ont sauté là, ils les ont mis dans un coin maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas la guerre au Soudan? Même hier, suivez, il y a trop de réfugiés maintenant. Plus de 3 millions qui commencent à fuir. C'est noir maintenant. Après les avoir arrachés des mains des Arabes, ils ont pris maintenant les Soudanais, noirs plus noirs, ils leur ont donné des armes pour se battre. Et après beaucoup d'années, les Soudanais noirs n'avaient pas beaucoup étudié. Ce sont des vrais villageois. Les autres ne savent même pas pourquoi il y a la guerre chez eux. Et comme ça, c'est resté. L'Américain, maintenant, est en train de puiser le pétrole et les Français, total. Facilement. Comprenez pourquoi, quand on est venu maintenant, Donald Trump est venu faire signer. C'est
Donc, c'est parce qu'on a arraché le pétrole du Soudan, du Grand Soudan, en coupant le Soudan en deux. C'est ce qui a fait même la chute du président soudanais là-bas. Il est parti. C'est ce qui fait que l'Amérique est en train d'imposer maintenant son agenda au Grand Soudan, là d'en haut, là-bas, le Soudan des Arabes. Ils acceptent tout. Révolution, tout change. Ils n'ont plus d'argent. C'est par manque d'argent qu'il y a eu révolution. Il n'y avait même pas du pain pour manger. Parce que le pétrole est resté chez les Noirs. Et les Noirs, là-bas, avec le pétrole, ils n'ont pas du pain aussi. Les Blancs ont armé encore quelqu'un d'autre. Après l'indépendance, c'était John Garang qui devait devenir président. On a recommandé à Museveni de le tuer. Parce que John Garang connaissait beaucoup de secrets. On a tué John Garang par Museveni en explosant son hélicoptère. Alors, ils ont donné le pouvoir à Salva Kiir. Salva Kiir, très chic là-bas, il pense qu'il va gérer le Soudan très bien. Les mêmes Américains ont pris les armes pour aller armer un autre noir là-bas de la tribu de Nouer. Hein, j'oublie son nom là. Celui qui connaît son nom, il peut m'écrire là. Comment ça se battre? Donc, le même jeu continue. Alors, à quoi a servi la division du Soudan? S'il n'y a pas de paix, la paix là qu'on venait leurrer, montrer aux Noirs, vous serez bien, ils ne sont jamais bien. Ils sont devenus pires qu'avant. Quand ils ont travaillé ce terrain-là, ils sont allés maintenant en Ouganda. En disant, Museveni, entraîne-nous ces Tutsis rwandais qui sont en exil. Ils ont ramassé tous les Tutsis mécontents là-bas, mais avec le noyau dur des Tutsis extrémistes, monarchistes, parmi lesquels Kagame qui est monarchiste. Donc Kagame, lui, c'est la monarchie. Lui, pas de présidence. Lui, c'est un roi. Il se considère comme un roi. Ils ont dit, voilà l'homme selon notre image. On lui a donné tout. Ils ont commencé à faire la guerre. Il fallait prendre d'abord le Rwanda. Ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que c'était le couloir pour aller faire sauter maintenant le verrou, entrer au Congo, commencer à piller comme à l'époque coloniale des Belges. Et il y a plus de 12 millions de morts. Léopold II a tué plus de 10 millions de Congolais, le premier grand génocide du monde des Congolais. Et le système américano-britannico, je ne sais quoi, qu'on appelle aujourd'hui les anglo-saxons, a aussi tué plus de 10 millions. C'est toujours comme ça. La leçon, c'est quoi? À chaque tournant historique scientifique, c'est le Congo qui finance. C'est le Congo qui finance le progrès de l'humanité. Quand les Européens avaient besoin des automobiles, des caoutchoucs pour faire les pneus, la ferraille pour faire des moteurs, tout ça, c'est le Congo qui a financé la majeure partie des activités. Et qu'est-ce que les Congolais ont reçu en retour? Zéro. Il y a eu la guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu que quelqu'un puisse s'imposer. Les Américains ont su s'imposer en lançant la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, avec l'uranium qui est venu du Congo. C'est le Congo qui a fait que les États-Unis sont devenus une grande puissance encore. En échange de quoi? De zéro. On n'enseigne même pas aux petits Américains que l'uranium était venu de Shinkolob. Jamais. Beaucoup d'Américains s'étonnent quand tu leur dis que cet uranium là-bas est venu du Congo. Ils n'ont aucune connexion que s'ils sont devenus ce qu'on appelle superpuissance. C'est le Congo de Lumumba qui a financé. C'est pas même financé. Le Congo de Lumumba a aidé même d'une manière illégale. Aujourd'hui, le progrès continue. C'est la période de l'électronique. C'est le Congo qui est en train de financer tout ce que vous voyez, le lancement des fusées, satellites, l'Internet, les drones, tout, les véhicules électriques, les éoliennes, tout ce qu'on va vous chanter là-bas, c'est le Congo de Lumumba qui est en train de financer cela. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont en échange? Rien. Le système continue. Et chaque fois, ils donnent l'arme à un Congolais pour tuer le Congolais qui voit mieux, qui voit clair, qui aime le pays, afin de laisser le Congo dans les mains des politiciens sans vision, des ignorants. Ainsi, ils ont bouclé toutes les portes d'entrée et de sortie dans les années 90. Et Laurent Désiré Kabila a été obligé d'accepter le marché des dupes. Ils ont pris Kabila parce qu'ils ont vu que c'est un monsieur malin. Il a une personnalité. L'opposant de Mobutu, lui au moins, il n'aimait pas Mobutu, on ne peut pas le corrompre facilement. Utilisons-le.
Kabila aussi, dans son fin fond, qu'est-ce qu'il disait, Laurent Désiré Kabila? Il n'y a personne au Congo qui peut venir faire ce travail. Regardant la situation du Zaïre en ce temps-là. C'est comme aujourd'hui. Les politiciens sont en train de se chamailler pour des postes. C'est comme aujourd'hui avec l'Union sacrée. C'est là où je vais en venir. Personne au temps de Mobutu ne pouvait songer à libérer ce Congo-là, les politiciens. De la même manière aujourd'hui. Alors, il était vraiment impératif qu'on vienne même avec des gens de l'extérieur. Quand les gens de l'intérieur sont des idiots, des corrompus jusqu'à la moelle épinière, des distraits, prenons même les gens de l'extérieur. Kabila a vu, ok, prenons. Dès qu'on va entrer, je vais montrer qui je suis. Et aussi disait, nous allons te montrer qui nous sommes. Le marché des dupes. Mais comme ils sont trop puissants, et la ceinture de sécurité de Kabila était corrompue, trouée là-bas, ils ont eu raison de Kabila. Ils sont restés maintenant avec le Congo qu'on contrôle par la filière là-bas. Rwanda, Ouganda, hein, à l'extérieur. C'est comme ça que ça se fait. Jusqu'à aujourd'hui. Mais les politiciens congolais, ce qui m'écoeure moi, c'est que les politiciens congolais jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore compris que ce pays-là est dirigé de loin comme Léopold II dirigeait donc le Congo de loin aussi. Le Congo est dirigé de loin. Tous les politiciens que vous voyez là-bas sont en train de gesticuler comme des marionnettes. Il n'y a que des aveugles qui combattent chaque fois pour faire croire aux autres Congolais que non, nous sommes libres. Vous n'êtes pas libres. C'est parce que vous n'êtes pas libres qu'ils sont contents. Si vous savez que vous n'êtes pas libre, vous allez vous lever pour combattre pour la liberté. Et on va vous détester. Tout politicien qu'on est en train de soutenir là au Congo, par les Occidentaux, c'est leur type. Vous avez Museveni, au pouvoir, malgré tous les méfaits qu'il fait, il a été reconduit encore. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nourrir les Occidentaux. Donc, on va vous présenter Museveni comme un panafricaniste. Hein? Donc, le terrorisme, c'est Museveni. J'ai suivi une analyse d'une femme là-bas, journaliste, qui disait avant-hier hein, que les ADF Nalu, c'est la fabrication de Museveni. Stratégie des Américains. Fabrique une soi-disant rébellion que tu vas lancer, toujours dans le plan de la déstabilisation du Congo et de la région des Grands Lacs. Il donne du tâche, donc, du boulot à Museveni. Il donne aussi à Kagame. Fabrique aussi des gens-là. Ils descendent au Rwanda chaque fois et en Ouganda pour vous fabriquer les ADF Nalu. Tous ceux qui viennent vous tuer là viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Mais les Américains vont présenter Kagame, c'est un président qui a réussi. Successful president. On met le tapis rouge devant lui quand il passe dans le monde. On lui cherche des marchés là-bas, on lui donne le micro, il parle là-bas. Vous l'enviez, vous tous. Rwanda, ça a progressé. Non, en échange de quoi? La traîtrise. Tu ne peux jamais être panafricaniste quand tu travailles pour les Blancs en tuant tes frères noirs. Un noir qui tue ses frères noirs pour plaire à un blanc et vous le mettez dans le compte des africanistes. Non, il faut être ignorant. Et qui font de Kagame un grand président? Non pas des Africains. Un vrai Africain ne peut jamais dire que Kagame est un grand président. Ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. Regardez au Rwanda. On ne parle pas. Motus bouche. En Ouganda, c'est la même chose. On te tue là. Donc, les monarchistes extrémistes en Ouganda et au Rwanda pour gérer le Congo. Et c'est eux qui tirent les ficelles, qui donnent la tâche dure aux politiciens congolais. Et les Congolais continuent à nager. Après 60 ans, Lumumba est mort. Ça fait maintenant 20 ans que Laurent Désiré Kabila est mort. Les politiciens congolais n'ont pas appris de leçons. Ils sont toujours en train de tournoyer en rond. Avec cette MONUSCO qu'on a mis là. On a changé l'Algérienne, l'Alzerougi, qu'on a remplacée par une Guinéenne là-bas, Bintou Keïta. Vous voyez ce qu'on fait?
Donc, on met des gens, donc, c'est-à-dire c'est un terrain là où ça intéresse. Donc, un terrain, donc, les gens de la MONUSCO, c'est comme les contremaîtres là. C'est-à-dire, on ne prend pas l'avenir des Congolais au sérieux. Hein? On peut donner ça à n'importe qui, une petite Guinéenne là-bas, toi, reste là. Parce que tout est fatigué, même les gens ne raisonnent plus. Va là-bas, vous allez commencer à passer avec les véhicules, tout ça. Or, c'est la même MONUSCO, on vous a toujours dit, qui fait le transport des armes. Dans des cargaisons là qui viennent, demandez la guerre du Rwanda. Il y a eu des conteneurs de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, USAID, beaucoup, là, comme vous dit, Action contre la faim. Je peux vous citer beaucoup d'ONG. Ce sont ces ONG-là qui amènent soit de la nourriture empoisonnée ou bien des armes comme ça pour les donner aux rebelles. Et la MONUSCO est là. La MONUSCO joue le même rôle. Donc pour maintenir les Congolais dans l'esclavage. Donc, la vérité c'est quoi? Le peuple congolais est esclave d'un système mis en place par les Occidentaux avec l'aide des Africains. Le pouvoir de l'Ouganda, du Rwanda et de vos frères congolais qui sont là. Et il y a maintenant cafouillage au Congo. Les élections ont toujours été truquées. C'est pour faire vivre ce système-là éternellement. Toutes les élections au Congo, après la mort de Laurent Désiré Kabila, on nous a fait croire que ces élections-là étaient libres, justes, démocratiques, qu'on peut mettre tous les adjectifs là-bas à l'européenne. C'était la mafia, pour servir l'homme qu'ils avaient parachuté. Lumumba est mort, la vérité est là, mais ils font tout avec leurs médias pour nous raconter autre chose. Laurent Désiré Kabila est mort aussi. La vérité est claire, mais ce sont les mêmes blancs qui viendront avec d'autres versions, c'est-à-dire, donc, pour embrouiller les fils, c'est-à-dire, vous voulez connaître ça, ils créent d'autres histoires. Même les médias des blancs, c'est leur rôle pour dérouter. Quand vous commencez à parler d'un homme, oh, paraît-il, on suspecte monsieur tel. Vous allez voir la nuit là-bas un Belge qui sort. Non, on nous dit que cette filière là-bas n'est pas comme ci, comme ça. On est en train de suspecter. On vous déroute par les informations venant de la Belgique, soit de la France, CNN des Américains. C'est pour vous dérouter. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Tout est clair. Bill Clinton avait promis que je ne m'en irai pas avant de voir ta tête tomber. Il a mis tout en œuvre. Ils ont pénétré le système là-bas d'infiltration. Ils ont infiltré la ceinture de sécurité de Laurent Désiré Kabila. Ils ont même corrompu des Congolais. Savez-vous, il y a même des Congolais avec lesquels que vous êtes en train d'applaudir aujourd'hui. Ils ont assisté et participé à la mort de Lumumba. Et pas de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila. Il y a les autres qui ont été même invités à aller rencontrer des dignitaires américains en Zambie. Ils ont quitté Kinshasa, ils sont venus à Lubumbashi. Après Lubumbashi, ils sont allés par route pour ne pas attirer la suspicion. Ils ont traversé Kasumbalesa, ils sont entrés en Zambie, quelque part dans une ville là. Ils se sont rencontrés avec des Américains. Des Congolais qui étaient en charge de la sécurité de Laurent Désiré Kabila. Ils ont parlé aux dignitaires américains. On leur a donné la mission. Ok, rentrez maintenant. Ils sont rentrés encore par route. Ils ont traversé Kasumbalesa, à Lubumbashi. Ils se sont dispatchés. Ils ont donné des rôles. Ceux qui devaient rester à Lubumbashi, ceux qui devaient aller à Likazi, ceux qui devaient retourner à Kinshasa, tout ça. Pour agir.
Pourquoi on avait déjà étudié leur mindset, leur esprit. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Autour de Kabila, il y avait ce qu'on appelle la tour de Babel. Il y avait trop de jalousie entre Congolais eux-mêmes. Et les Blancs ont vu ça. Même les Rwandais ont vu ça. Il y avait toutes les options qui étaient sur la table. Les Rwandais étaient déjà infiltrés, les Congolais étaient déjà corrompus, il y a même des Libanais là-bas qui venaient aider Kabila à acheter des armes illégalement parce que Kabila Laurent était sous embargo. Donc, imbroglio généralisé là. Il y a eu des Congolais qui étaient complices, qui savaient que Kabila va mourir aujourd'hui. Ils le savaient très bien. Des Katangais même. Nous ne voulons pas vous dire beaucoup d'histoires là. Vous allez le savoir avec le temps. Ils ont trahi Kabila. Pas, mais n'allez pas chercher plus loin. Des Katangais dans la ceinture de sécurité de Kabila. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils étaient allés faire en Zambie? Les liquides, comme je vous ai dit, ils sont spécialistes en créant des versions. Il y a maintenant trop de versions. Tout le monde veut vous faire croire que ce qu'il est en train de dire, c'est ça la vraie version. Et quelqu'un vient d'autre. Et quelqu'un vient avec une autre version. On vous tape les oreilles là-bas. On fait tourner 20 ans, pas de vérité. Et le pays est toujours en train de s'enfoncer. Et le système est toujours là. Aujourd'hui, on a l'UDPS au pouvoir. Au pouvoir, entre guillemets. Nous disons qu'ils sont à la présidence, mais n'ont pas de pouvoir, parce que le pouvoir est ailleurs. Le Congo est téléguidé à partir de l'extérieur. On ne peut pas répéter les mêmes histoires. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir de la manière dont vous connaissez. La mafia, on l'a mis là comme ça. Pour servir les intérêts des étrangers. Avec un agenda déjà, un programme. Toi, nous te mettons là, il faut faire ça, 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 ça. En dehors de ceci, il ne faut rien faire d'autre. Il n'y a que des Congolais idiots qui pensent que Félix Tshisekedi fera du Congo ce qu'eux veulent voir. Vous attendrez longtemps jusqu'au calendrier grec, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Vous ne verrez jamais ça. Tout est étudié. Donc, la bonne chose avec ces gens-là, ils ne font rien au hasard. Il n'y a que les Congolais qui pensent que ce qui leur arrive là-bas, c'est un hasard. Ça va aussi finir par hasard. C'est-à-dire vous devez dormir là-bas, prier, dormir, ça va finir. Non. Vos amis ont planifié ça pendant beaucoup de temps. Ils ont des plans A, B, C, D. Au cas où celui-ci arrive au bout et que nous n'avons pas encore trouvé de pièces de rechange, on va faire ça. Au cas où celui-ci veut se tourner pour être contre nous, on va l'éliminer, on utilise l'autre là. Ils ont les dossiers de tous vos politiciens sur la table. Jusqu'à ce que le tour de Félix Tshisekedi est venu. Il fallait le mettre là. Non pas parce qu'il l'aimait. Si Félix était honnête, patriote, on n'allait pas lui donner cette présidence-là. C'est pas qu'ils ont vu en lui un monsieur négatif qui pouvait pousser leur agenda. C'est-à-dire maintenir le Congo dans le chaos. Que les Congolais continuent à souffrir. Ok, mets-le là-bas pour que la chose continue. Et ce que dit Félix Tshilombo vous a prouvé. Hein? Après 2 ans, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lever son petit doigt. L'UDPS maintenant est par terre, en train de baver. Mate qu'on a mis Telemouka. Soy. Rien à foutre. Triste. Et puis ce qui est vraiment bizarre, c'est que malgré les 2 années d'échecs cuisantes, les gens de l'UDPS, bon, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas encore compris. Non, ils savent la vérité. Tellement ils ont un esprit bouché satanique que, donc, c'est eux, c'est qu'ils appellent le même Moutéma Mabé. C'est eux les gens de Moutéma Mabé. Si tu regardes ton échec, pas l'échec de ton voisin, ton échec propre, tu es en train de le voir là, devant toi.
Ton échec a fait reculer le Congo encore de beaucoup d'années en arrière. Ton échec fait que les Congolais continuent maintenant à être affamés. L'insécurité partout. Donc, on peut vous dire toutes les histoires négatives qui accompagnent cette présidence là-bas, protocolaire de Félix Tshilombo. Mais les gens de l'UDPS en particulier, et leurs supporters là aux alentours, ne veulent toujours pas accepter. Et on les voit terroriser maintenant les Congolais. On a vu des images aujourd'hui, des vidéos. Moïse Katumbi en exil. Il est revenu. Nous, on a condamné. Moi, je fais des vidéos chaque fois. J'ai parlé de Moïse Katumbi. Que moi, j'ai cessé de respecter Moïse Katumbi le jour où on l'a fait passer sur France 24 RFI. On lui a demandé, est-ce que Martin Fayulu a gagné ces élections, oui ou non? Moi, je reprendrai ça. Tant que vous reprendre, du moins que ce qu'il y a. Vous verrez que s'il y a des gens qui ont la constance au Congo, je me frappe la poitrine. Je me contredis aussi. Je peux me contredire, mais rarement. Pourquoi? Parce que moi, je suis les principes. Remarquez pourquoi les gens de l'UDPS se contredisent même 1 million de fois sans même honte. Ils se réveillent le matin là-bas, ils continuent à faire les imbécilités. C'est parce que ce sont les gens qui sont en train de poursuivre des êtres humains, des individus. Or, on ne construit pas des pays sur des individus. On construit un pays sur des principes. Même les pays des autres que vous enviez, oh, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne est comme ça, la France est développée. C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont dit non. Un pays se bâtit sur des principes, non pas sur l'adoration des êtres humains. Ils ont mis des principes sur la table, qu'ils ont appelé la loi, que tout le monde devait suivre. Personne ne peut être au-dessus de ces principes. Ce sont les principes qui doivent nous diriger, nous tous. Et ils ont commencé à bâtir leur pays. Mais au Congo, remarquez, ce ne sont pas les principes qui gouvernent le pays. Ce sont des individus. Les sentiments des gens. Il peut se réveiller comme ça, il est content, il vous donne l'argent. Il est mécontent, il commence à vous tuer. Il a besoin de manger, il va voler. Et les gens sont en train d'applaudir. Et remarquez l'état dans lequel se trouvent les gens de l'UDPS. Tous des pauvres, affamés, mendiants. Seulement la grande gueule. Si tu es avec eux, tu es sain. Le jour où tu vas dire, ah, moi je ne vois pas votre politique clairement là, je me détourne de vous, ils cherchent maintenant des noms. Moi je leur avais dit, ne nous dites pas demain que Moïse Katumbi était un Italien, un Juif. Laissez cette histoire-là. Moi j'attendais. J'attendais. Je savais que il n'allait pas s'y passer 2 mois. Que les gens de l'UDPS allaient revenir avec leurs chansons là-bas. Moïse Katumbi, italien, et juif et tout ça. Kabila Kanambe, rwandais, des idiots, des imbéciles. On va commencer à vous insulter maintenant. Donc c'est vous maintenant qui baptisez les gens. Donc pour asseoir votre agenda, pour vous servir vous-même. Si quelqu'un vous suit là-bas dans la mafia, il devient saint. Kabila était mauvais tout le temps. On vous le chantera toujours. Laissez Kabila partir. Kabila était contre le mur en 2016. Il a beaucoup lutté. On a voulu lui tendre la perche par Vital Kamerhe et Edem Kodjo. Le Togolais. Avec beaucoup de Congolais là-bas, de politiciens là, ils ont rejoint la mafia. Toujours à la cité de l'OIA. On a appelé ça le glissement. Kabila est arrivé jusqu'en 2018. Kanambe, Rwandais, vous avez dit tout ce qu'il fallait dire. Laissez les Rwandais rentrer chez eux. L'un de vos frères, Félix Tshilombo, est sorti là pour aller tendre, pour aller donc prendre le fauteuil de Joseph Kabila, tenir son fauteuil, le sauver, lui et les autres kabilistes.
Je suis parmi les gens qui vous avaient dit, je vous reprendrai toujours. Cherchez ma vidéo, la nomination de Félix Tshilombo à la présidence et les conséquences. J'ai fait cette vidéo une semaine après la prestation de serment de Félix Tshilombo. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les conséquences. Tout ce que j'avais dit dans la vidéo, vous nous avez dit tout ce qu'il fallait nous dire. Des pasteurs ont chanté, des intellectuels, vous nous avez dit comment, maintenant vous allez faire ceci, cela. Maintenant, 2 ans après, Tchijeng. Mais ça, vous n'avez pas de veine de la honte. Vous cherchez toujours à tourner, à tournoyer la situation. Kabila a rendu service à votre frère. Joseph Kabila a rendu service à Tshilombo Félix. Il a cessé d'être rwandais. Il est devenu bien. Vous avez même créé des chansons pour Joseph Kabila. Les gens ont pris l'avion venant de beaucoup de pays pour aller au Congo. On a entendu là-bas des Tshisekedistes chanter Kabila Wachibilo, Kabila c'est notre frère, allons maintenant travailler, vous allez voir comment nous allons changer le Congo. On vous a dit attention, c'est Félix qu'on a mis là, mais tout est le même. Aucune chose n'a changé, à part le visage de Félix. Oh non, non, vous êtes des jaloux, tout ça. Ok, vous êtes rentré. Kabila est devenu votre frère, partenaire privilégié. Les Kagame, vous êtes allés les visiter. Et chose qui est un peu bizarre, imbécile, on voit un président d'un pays là où on a tué plus de 12 millions de personnes. Il n'a jamais fait de cérémonie en mémoire de ces 12 millions-là. Mais il est allé s'incliner sur le mémorial du génocide des Rwandais, qui n'a réclamé que la vie de 800 000 personnes. C'est-à-dire quoi? Moins d'1 million de personnes sont mortes au Rwanda. Et les calculs, je vais vous montrer les calculs encore, parce que quelqu'un a réclamé, Marc, tu voulais nous expliquer comment est-ce que les gens sont morts, les recensements des Américains et tout ça, les nouveaux documents qu'on a. Je vais, si je fais, parce que je ne parle pas du Rwanda principalement. Si je veux parler du Rwanda prochainement, on va faire les calculs ensemble. Ce qu'on a découvert par les mêmes Américains. Que ce n'est pas le chiffre qu'on nous donne là par Kagame et les Kagamistes. Et donc, ces supporters là-bas, ces parrains là-bas occidentaux, qui est la vérité, non? Les Blancs savent que tout ce qui se fait au Rwanda, c'est le mensonge. Le Rwanda est bâti sur le mensonge, la terreur et le chaos. Mensonge sur mensonge. Même l'économie, on vous dit, mensonge. Tout est mensonger au Rwanda. Même le bonjour de Kagame, peut-être le bon, peut-être vérité, le jour là-bas, c'est le mensonge. Pourquoi? Il est en train de jouir du parapluie de puissance qui lui ont créé une image, qui sont en train de nourrir le monde entier avec des fausses informations sur Kagame. On vous avait dit, les gens de l'UDPS. Après 2 ans, Félix a échoué sur tous les plans. Maintenant, au lieu de faire ce qu'on appelle l'introspection, Muntu ni nini, unafika muvi, chimama, urangarata mwikalashi, mkio, unajiuliza, bandu, comment chatuweza que tunapima vitu vyote, ni nini aendeke? Ces gens-là n'ont pas le temps de s'arrêter pour penser. C'est comme je dis la fois, c'est comme des robots. Un robot programmé, là, lui, il fonce même les portes, tout ça. Un robot, ça ne raisonne pas. Ça respecte le programme qu'on a mis en eux. Eux, c'est comme Félix Tshisekedi, la famille Tshisekedi a déjà programmé ces gens-là. C'est comme des robots avec les remote control. Tshisekedi ou la mort, Tshisekedi ou rien, c'est fini. Eux, c'est le nom de Tshisekedi, c'est l'électricité, l'électronique dans la tête, c'est fini. Donc ne dis rien contre la famille Tshisekedi. Comment une famille a su prendre en otage toute une province, 2 provinces, le Grand Kasaï, hein? Même des gens qui disent qu'ils ont beaucoup étudié, on vous prend en otage par une seule famille. Je ne veux pas vous qualifier, qualifiez-vous vous-même. Vous êtes de qui? Donc vous cessez de raisonner. Quand on dit le nom de Tshisekedi, la famille Tshisekedi, donc voilà les gens là-bas qui restent là-bas comme des robots.
rigolo et pitoyable. Vous avez échoué sur tous les plans. Et pour distraire les Congolais, ceux qui ont donné la présidence à Tshisekedi, Félix, ils lui ont dit maintenant, essayons un peu, il faut, le divertissement doit continuer. Le nouvel épisode, c'est quoi? C'est l'union sacrée maintenant. Ils sont en train de nous fabriquer l'union sacrée. Les mêmes gens de FCC, de Cash, tout ça, ils quittent à gauche, ils vont à droite, ils quittent la droite, ils vont, je ne sais pas, à gauche, confusion là-bas. Ils changent seulement d'étiquette. Il y a des gens qui disent, oh, moi, on n'est pas tombé parce qu'on a une union sacrée. Hein? Ils nous montrent même les informations. Même si Félix Tshisekedi avait la volonté de faire une chose, hein? Quand tu ouvres la porte d'un endroit là où vous voulez y faire de grandes choses, on n'y fait pas entrer tout le monde en désordre. Demandez même aux Blancs, aux Occidentaux. C'est pour cela, dans leur culture, il y a ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Seuls les initiés doivent ouvrir cette porte-là, prendre place à des réunions secrètes. Un pays, ça ne se dirige pas comme au marché comme ça. Au stade là, vous faites trop de bruit. Vous ouvrez la porte, tout le monde y entre. Demandez même aux Américains. Demandez même aux Européens. Hein? Pourquoi est-ce que vous dites les Illuminati et tout ça? Le pouvoir a des étages. Il y a de ces sanctuaires là-bas, on n'y fait pas entrer n'importe qui. Il y a des gens qui ont des limites. Plus vous montez, on t'étudie. À un moment donné, on te regarde comme ça. Non, celui-là ne peut pas entrer. C'est ce qu'on appelle des niveaux. Premier niveau, Atika Lakona. Oh, à Kokota, deuxième niveau. Toi, tu peux aller troisième niveau. On te fait monter des grades. Jusqu'à ce que vous allez arriver à un moment donné dans des endroits secrets. Les grandes décisions qui ont su changer ce monde se prennent dans des endroits calmes, dans des endroits secrets, loin du regard du monde, loin du marché, du brouhaha du marché. C'est comme ça que ça se fait. Si c'était comme ça, le monde n'allait pas avancer. Parce que la politique a des choses qu'il faut cacher. Si tout le monde le sait, c'est fini. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de force, ça ne peut plus travailler convenablement. Le blanc a compris ça avant l'homme noir. Nos ancêtres le savaient. En commençant par l'Égypte, même nos ancêtres là, dans les villages, avant que le Belge, bien les Français ne viennent, ils faisaient des initiations. Vous savez pourquoi ils faisaient des initiations? Il y avait des choses là auxquelles on ne pouvait pas toucher. Des questions qu'un petit là pouvait poser à son père ou bien à son grand-père. Et on ne pouvait pas lui donner de réponse si son temps n'était pas venu. Il y a de ces endroits-là où on prenait les jeunes gens, les jeunes garçons, on les amène en brousse dans la forêt, trop loin, pendant beaucoup de mois. Ils sont partis enfants, trop bavards. On va les faire voir des mystères là-bas, ils reviennent calmes en hommes. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne disent pas des choses en désordre, ils changent même sa façon de voir le monde. Et ce sont ces gens-là qui devaient continuer à diriger le royaume, l'empire. L'homme blanc est venu. Il nous a rencontrés avec des royaumes bien établis, bien organisés, bien dirigés par nos ancêtres. Et parmi les royaumes-là, il y avait des empires. L'empire, c'est l'ensemble des royaumes, comme l'empire Lunda. Au Congo, en Angola et ce qui est devenu la Zambie. Tout ça était chapeauté par un homme qui était en Kalagne, chez les Rounds là-bas à Kapang. Il voyageait comment? Hein? Quel moyen de transport existait en ce temps-là pour qu'un empereur, en 1600, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas quoi?
Hein? Mais il a un plus grand territoire qui combine un grand morceau du Congo qui va même en Angola et qui va même en Zambie. Si vous suivez très bien, qui entre même à ce qu'on appelle Mozambique aujourd'hui, qui entre même dans une partie de ce qu'on appelle la Namibie aujourd'hui, les Lunda, moi je vous l'ai dit. Mais on te dit que l'empereur visitait toutes ces parties-là de la terre. Il voyageait comment? On le transportait où? Il était en réunion régulièrement avec les représentants qu'il avait mis partout. L'homme blanc est venu, il était ébahi. Il ne comprenait pas beaucoup d'histoire. C'était la face cachée du pouvoir.